comme on n'a plus beaucoup de temps, je propose plutôt que de, de parler des champs tout de suite, je vais laisser en suspens votre angoisse existentielle jusqu'à mardi prochain. Mais d'abord, c'est bien continuer à méditer cette problématique-là, parce que néanmoins, ceci est vrai, en tout cas en très bonne approximation. Et c'est vraiment bien de méditer ce problème d'action à distance. Il y a un double problème. D'ailleurs, il y a le problème de l'action à distance et il y a le problème de l'action instantanée à distance. C'est-à-dire, on a écrit tout à l'heure, on a décrit le cas où voilà, il y a une étoile qui tourne, enfin, deux étoiles qui tournent autour de leur centre de gravité commun. Donc, mettons, cette étoile va par là, évidemment, elle est attirée par elle. Donc, s'il n'y avait pas de force, elle continuerait tout droit, évidemment. Parce que, voilà, il n'y a pas de force, la vitesse se conserve, etc. Comme elle est attirée, en fait, elle est déviée par là. Puisqu'elle est, elle est attirée par là, donc ça fait une force par là qui modifie la vitesse, qui fait que, du coup, la vitesse, elle se retrouve un peu plus par là. Puis après, mais là, l'autre étoile est là, donc elle l'attire maintenant, enfin, et celle-ci est là, donc maintenant elle l'attire par là. Et du coup, ça modifie sa vitesse qui devient comme ça, etc. Pareil pour elle. Donc à chaque fois, en fait, l'étoile est attirée dans la direction de où est l'autre. Mais à chaque instant, c'est vrai. Et donc, il y a le problème de l'action à distance et il y a le problème de... elle réagit, enfin, l'étoile là, elle réagit à la présence de l'étoile maintenant, au même moment, ailleurs. Et comment elle sait, en fait, à quoi il faut réagir, en fait? Pourquoi elle ne réagit pas à la présence de l'étoile un peu avant ou un peu après? Et comme ça change, puisque les positions, comme elles sont toutes en train de bouger, encore faut-il savoir, parce que, enfin, cette force-là, elle dit que c'est exercé suivant la droite qui relie les deux points. Oui, mais il bouge, alors c'est à quel moment? Donc en fait, c'est en ce moment, quoi. À chaque instant, la force, elle correspond à la position de l'autre étoile ou de l'autre corps maintenant. Donc ça va dans un cadre newtonien, justement, où il y a un temps universel, et donc ça a un sens de dire maintenant. Mais la relativité, même restreinte, donc la relativité générale est une théorie de la gravitation qui vient corriger Newton, mais avant même la relativité générale, il y a ce problème fondamental qui est que, avec la relativité restreinte, que la notion de maintenant n'a pas de sens, ça dépend du référentiel. C'est-à-dire que quand je dis cette étoile est soumise à l'attraction de celle-là, et donc elle subit une force comme ça, ok, admettons c'est cette force-là, très bien, mais c'est cette force-là maintenant, enfin donc correspondant à la position de l'autre étoile maintenant pour elle, maintenant pour qui, maintenant dans quel référentiel? Et ce ne sera pas la même position de l'étoile suivant le référentiel qu'on choisit. Donc la force dépend du référentiel. Ça, c'est pas possible puisque c'est nous qui choisissons le référentiel. Donc ça n'a pas de sens en fait. Donc il y a un double problème, l'action à distance et l'action instantanée. C'est évidemment les deux qui gênent Newton. Qu'est-ce que ça veut dire, action instantanée à distance? Et on voit bien que ça ne veut rien dire. Alors, il y a eu toutes les tentatives de dire que justement, en fait, la théorie des tourbillons, là, vous savez, les trucs de Descartes, là, qu'en fait, non, enfin, il y a une espèce de fluide entre les deux qui fait, en fait, il y a des petits tourbillons qui font déplacer les planètes de proche en proche, comme ça, parce que c'est toujours le problème de l'action à distance, quoi. De proche en proche, on comprend. Je mets un coup de rame quelque part, ça fait des petits tourbillons, puis ça fait bouger un truc qui est plus loin. OK. Mais je ne peux pas agir sur lui comme ça avec rien. Donc, bon, cette problématique, elle est importante. Et comme je vous dis, elle est résolue par la notion de champ. Et comme la notion de champ a été en fait, a fait son entrée en force dans la physique via les champs électriques et les champs magnétiques, c'est peut-être pas plus mal de vous faire tout de suite la démonstration promise.
Donc ça, c'est des trucs tout bêtes. Ça s'appelle un électroscope pour observer les phénomènes électriques. Donc ça, c'est une petite boule légère, c'est du polystyrène, mais on a dû peindre un truc au graphite dessus. Donc en fait, l'idée c'est que c'est léger et que ça peut capter des charges. Alors peut-être commencer par ça. Donc ça, c'est un électroscope. Donc vous avez... On le voit dans la caméra? Ouais. Bon, ok. Donc, vous allez voir tout de suite. Donc, vous avez un plateau métallique, là, qui est relié à cette tige métallique. Tout ça est donc conducteur d'électricité. Enfin, sauf qu'à l'époque, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, électricité. Alors, si, alors on sait ce que ça veut dire. On a une manifestation d'électricité. Est-ce qu'on a... On n'a pas des petits bouts de papier? Je vais faire des petits bouts de papier. Est-ce que ça va marcher? Oups, j'ai perdu ma balle. Hop. Est-ce que ça va marcher, ça? Ouais, on va pas là. Hop. Ah, c'est bon. Hop. Incroyable. Incroyable. Ça marche à tous les coups. Hein. Voilà, donc ça, c'est quand même mystérieux. Hein. Alors, enfin, le langage a cette vertu de transformer le mystère en banalité. On dit, ah oui, c'est l'électricité statique. Ok, mais encore, ouais, ok, c'est l'électricité statique. Alors, on est tous habitués, on dit c'est l'électricité statique. C'est quand même assez remarquable, en fait. Manifestement, il y a une force qui s'exerce, là. Je mets en mouvement des trucs, on peut le faire avec les cheveux aussi, mais plus de cheveux, donc. Mais ça marche aussi. Oui, quand on retire un pull avec... on dit électricité statique. Ok, électricité statique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le mot électron, en grec, ça désigne... enfin, je ne sais pas la racine exacte, enfin, ça désigne l'ambre. L'ambre, la résine. Et donc, on sait depuis toujours que en frottant comme ça un peu d'ambre, ça électrise. Alors, enfin, donc, le mot électron, enfin, phénomène électrique, c'est relié, c'est le truc que fait l'ambre. Voilà. Bon. Donc, il y a ce genre de choses. Alors, donc ça, c'est un petit outil simplissime. Vous avez juste une tige métallique et vous avez vous ne la voyez pas encore, vous avez une tige métallique qui est capable de bouger comme ça. Voilà. Donc c'est juste un truc mobile, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Et vous voyez que voilà, j'approche ce bâton et ça se repousse. Ah, intéressant. Alors je ne vais pas vous faire... toute l'approche pour essayer de déduire petit à petit, mais en fait, vous savez ce qui se passe. Il y a des charges électriques, effectivement. En frottant ce bâton, qui n'est pas de l'ambre, mais qui pourrait être de l'ambre, justement, on parlait hier de l'électricité résineuse. Voilà, vous prenez de la résine et vous faites ça. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un transfert de charge électrique, en l'occurrence d'électrons, entre la peau de chat et... par friction comme ça, et ce bâton. Et ces charges électriques, alors en fait, ici, les charges, il y a aussi des charges, en fait, partout, dans le métal, et elles sont mobiles dans le métal, ce qui fait que quand j'approche le bâton là, les charges, mettons que, alors je ne sais jamais dans quel sens c'est, les charges résineuses, l'électricité résineuse, c'est qu'on a capté des électrons. Je ne sais pas si les électrons sont passés de là à là ou de là à là. Enfin, donc, du coup, il y en a un qui est chargé positivement, l'autre négativement. J'oublie toujours lequel est lequel. Mais le point clé, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a effectivement de deux types, des charges de deux types. Mais bref, donc mettons que j'ai mis des électrons là. Je pense qu'en fait, j'en ai perdu. J'ai filé des électrons
à la peau de Chirac, qui avait une affinité électronique meilleure que lui, et donc elle a capté les électrons, et lui, il les a perdus. Du coup, là, il y a un défaut d'électrons, donc il y a des charges positives, il y a essentiellement il y a des ions positifs, il y a les noyaux, les atomes se sont fait éplucher quelques électrons, donc ils sont maintenant positifs. Quand je fais ça, du coup, ça repousse les charges positives partout, enfin de là, puisque donc les charges plus repoussent les charges plus et les charges moins attirent les charges plus. Mais justement, on le découvre comme ça. On peut faire aussi comme ça. Ah oui, alors peut-être je commence. Excusez-moi, je vais commencer par là. Donc, ok. Donc ça joue le rôle du petit bout de papier. Donc ça l'attire. Et vous voyez, dès qu'il l'a touché, il s'est fait repousser, mais monstrueusement. Et maintenant, si je l'approche, en fait, ça repousse. Oh, tout à l'heure, ça attirait. Étrange, non? Alors, comment ça se fait? En fait, donc, j'évacue les charges. J'essaye. Ok, je recommence. Là, le truc est neutre, comme les bouts de papier au départ. J'approche ça, ça l'attire. Paf! Ça l'a touché et il est reparti. Vous avez piqué ces électrons? En fait, j'ai transféré les charges, donc par polarisation, j'expliquerai la polarisation après, comme pour ces petits bouts de papier, ça l'attire, mais une fois qu'il le touche, du coup, il prend les charges qui vont dessus. Et du coup, contrairement au papier qui n'est pas un conducteur et donc qui continue à être attiré par polarisation, j'expliquerai après, lui, une fois qu'il l'a touché, les charges sont passées là-dessus, et du coup maintenant il y a des charges ici et des charges là, et il se repousse. Alors, c'était net tout à l'heure, ouais, voilà. Maintenant ils se repoussent parce qu'ils ont des charges de même signe. Donc en fait, la conclusion de ça, c'est que les charges se repoussent. Mais maintenant, si je prends... Alors, je recommence. Ouais, donc il y avait encore des charges dessus. Vous voyez, il se repousse vraiment. Et voilà, là c'est net. Ok, donc il se repousse. Maintenant, si je fais ça... Maintenant, ça l'attire. Donc c'est manifestement une autre forme d'électricité. Pourtant, si je fais ça au départ, ça l'attire, hop, dès que ça le touche, pouf, ça le repousse, et là maintenant, il ne faut pas que je le touche, sinon je vais évacuer les charges, maintenant il se repousse. Il se repousse vraiment. Donc vous voyez qu'il y a deux types de charges. Donc c'est pour ça qu'on parlait de l'électricité vitreuse, par le verre, l'électricité résineuse. Donc en fait, on comprend, c'est simplement dans un cas, il préfère donner des électrons, il est moins attaché à ses électrons que lui, et lui au contraire, il est plus attaché à ses électrons que lui, donc lors de la friction, c'est lui qui les récupère et c'est lui qui les cède. Donc du coup, lui il se retrouve chargé positivement et lui il se retrouve chargé négativement, à moins que ce soit l'inverse, mais peu importe. C'est arbitraire ce qu'on appelle plus ou moins, de toute façon, bien sûr. Ce qui est important, c'est que c'est des charges opposées. Ok, et donc là, je peux venir... Voilà, ce qui se passe ici, c'est que par influence comme ça, les charges ici vont attirer les charges opposées sur le métal, qui vont venir de partout pour venir là, parce que le métal est conducteur, et ça va au contraire repousser les charges de même signe vers le bas, et du coup il va y avoir les charges de même signe en bas, donc ils se repoussent. D'accord? Et donc ça marche avec l'électricité positive, résineuse. Mais la même chose se produit avec l'électricité vitreuse. Voilà. Pour la même raison, les charges de celui-là attirent les opposés
et repousse celle du même type. Et donc ici se retrouve un excès de charge du même type que lui, qui se repousse entre elles, et donc voilà ce qui se passe. OK. Apparemment, je l'ai chargé un peu par influence. Ah oui, alors en fait, OK, on commence. On va écouter. Donc là, OK, ça repousse. On voit qu'il y a une influence à distance, pour en revenir à la distance. Donc c'est intéressant. Cette force, enfin, ces interactions à distance. C'est vraiment impressionnant en fait. Ok, donc je fais ça, et là, je m'approche un peu plus. Écoutez bien. Vous avez entendu? Clic. Je ne l'ai pas touché. Des charges ont été transférées, parce que à nouveau, là, il en reste là. Tout à l'heure, quand je le retirais, là, j'y vais par influence. Ok. Elle se repousse parce que lui, il repousse les charges, et donc elle se retrouve toute là. Je le retire, c'est fini, il n'y en a plus. Parce que le truc reste neutre. Et vous voyez que le petit clic qu'on a entendu, là, il y a eu une décharge électrique. En fait, l'air qui est un isolant, et pas... On avait fait le musée des arts et métiers. La première machine qu'on avait vue, c'était ça. Il y avait une boule chargée positive ou négative, avec quasiment un actionnaire mécanique. Ouais. Enfin, je crois qu'il y avait une roue qui disait que du coup, ça se déclenchait. Et en fait, avec... ah, ouais. Avec... je sais pas. Si, c'est qu'il chargeait d'un côté et de l'autre les boules. Et plus on rapprochait les boules, plus il y avait des éclairs. Ouais. Et à partir d'un certain niveau, d'une certaine vitesse, on voyait l'éclair. Ouais. Super, ouais. Ben, c'est ça. Donc en fait, voilà, c'est exactement ça. En fait, dans le petit clic qu'on a entendu, en fait, il y a eu des charges qui sont passées, une petite décharge. C'est-à-dire, c'est devenu tellement... donc j'élimine, c'est-à-dire... donc là, ouais, ça attire tellement les charges négatives, ça repousse tellement les charges positives, si c'est bien dans ce sens-là. Et donc, ça crée une tension, en fait. Il faudra qu'on introduise toutes ces notions, mais entre les deux. Et cette tension, en fait, peut arriver à ce qu'on appelle ioniser l'air, c'est-à-dire arracher les électrons des molécules de l'air. Et donc l'air qui normalement est neutre et pas conducteur, il n'y a pas d'électrons qui peuvent se déplacer, parce qu'un courant électrique, c'est des électrons qui se déplacent. On le sait maintenant, hein, tout ça, ça a été élaboré au fil, hein, ça a pris un siècle et demi. Hein. Mais on comprend aujourd'hui ça. Donc les électrons de l'air peuvent être arrachés du noyau. Il y a assez d'énergie, du coup, dans le champ électrique, justement, pour arracher les électrons, pas du noyau, de l'atome. Et donc, ces électrons, une fois arrachés, ils sont libres de se déplacer. Et donc, ils vont pouvoir établir le courant. Donc, mettons que ça, là, il y a des charges plus, c'est-à-dire un défaut de charge moins, mais donc des charges plus. Si je fais ça, du coup, il y a des charges moins qui arrivent là. Et parce que ça les attire, puis ça repousse les charges plus. Et si je fais ça, en fait, les charges moins, ils sont toujours attirés par là. Là, je crois que c'est déjà... J'ai entendu un petit clac, non? Ouais. Donc, elles sont passées. Et si maintenant je le retire, du coup, elles sont passées. Maintenant, il y a un excès de charge plus ici. Il y a un excès de charge plus. Donc maintenant, si j'approche ça, au lieu d'amplifier le mouvement, alors donc ça ne l'a pas bien fait. Donc je recommence. Voilà. Ah, ça s'est complètement déchargé. Mince. Bon, je recommence. Ok. Donc là, il se repousse. Okay. Bah, ce que je vais faire, c'est... Non, ok. Je vais déposer les charges. Je les mets en contact. Donc j'en pose dessus, là. D'accord. Donc là, maintenant, il y a des charges plus là-dedans. Ok. Si je fais ça... Si j'en rapproche encore, j'amplifie le phénomène. Je peux même en reposer encore plus. Voilà, j'en pose vraiment. Voilà.
effectivement, maintenant, si je fais ça, là, ça devrait... Voilà, ça les repousse. Donc on voit bien qu'il y a deux types différents. Si maintenant... Ok, là je les ai mis en contact, donc je l'ai repassé. Ok, ok, donc là maintenant il a des charges de celui-là. Et donc, ouais, et donc ça amplifie. Non, si, je suis perdu. Si, c'est ça, et donc je lui rapporte encore plus. Donc ça amplifie. Et si maintenant je mets lui, ça va diminuer. Ça va les repousser cette fois. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que lui, il a la charge opposée de celui-là. Lui, il a un excès de celle-là. Donc ça les attire. Donc du coup, il n'y a plus l'excès ici qui faisait qu'il se repousse. Puisque les charges ici qui font qu'ils se repoussent, c'est les charges du verre. Donc il y a un excès de charge du verre en bas. Mais ça, c'est les charges opposées. Et donc, j'attire les charges du verre vers lui. Donc elles ne sont plus là. Donc elles ne se repoussent pas. D'accord? Et si je les fais vraiment traverser, voilà, maintenant j'ai déposé des charges opposées. Et maintenant, ça va être l'inverse. Bref, vous voyez l'idée. Parce que j'en ai posé plus que ce qu'il y avait avant, en fait. Ouais. Alors, il y a un autre truc amusant à faire, c'est... Donc, vous voyez, à chaque fois, je le décharge, ça passe par mon corps qui est conducteur. Voilà. Un autre truc qui peut être amusant, c'est... Je fais ça, et là, je le décharge. D'accord? Et maintenant, je retire les deux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On recommence. Vous êtes en contact avec la résine? Non, c'est isolant. Donc, il n'y a pas de charge qui passe de la résine à moi. Simplement, donc là, mettons que j'ai des charges plus, c'est peut-être l'inverse, mais on s'y tient, charge plus. Donc là, ça veut dire que j'attire les charges moins ici. Donc là, il y a plein de charges plus qui se repoussent en bas, parce qu'elles ont été évacuées. Mais moi, je les vire, les charges plus. Enfin, je vire l'excès de charge. Et maintenant, parce que quand c'était là, voilà. C'est que maintenant, il y a des charges moins. Exactement. Exactement. Et effectivement, maintenant, quand j'approche ça, au lieu d'amplifier le problème, alors, bon, il y a dû y avoir une décharge. Je devrais rester assez loin, mais du coup, pour que l'effet soit fort, il faut que je frotte beaucoup. Alors, ok. Ok. Donc là, contrairement à tout à l'heure, maintenant, quand j'approche, ça annule le problème. Et là, voilà. Par contre, maintenant, si j'amène ça, ça va l'amplifier comme si j'avais mis des charges de lui. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai fait en pratique. Voilà, là, ça l'amplifie. Voilà, parce qu'en fait, d'avoir amené ça, non, j'éteins, d'amener ça, et donc il y a des charges de lui en bas, mais je les évacue. Donc maintenant, en fait, j'ai retiré des charges de lui. Ah, ça ne l'a pas fait. Voilà. Donc d'évacuer des charges de lui, ça revient à avoir mis des charges de lui, de sorte que si je rajoute encore des charges de lui, ça amplifie le problème au lieu de l'atténuer. D'accord? Alors que si, au départ, j'avais mis vraiment des charges... oui, j'avais mis des charges de lui, voilà, je les mets vraiment, pouf. Pas super conducteur, il n'y en a pas beaucoup. On va quand même les rajouter un peu. Voilà. Si j'avais mis des charges de lui, maintenant en amenant ça, ça n'amplifie pas le problème, ça l'atténue. Comme il se doit. Voilà, c'est ça. Ah. Ouais. Ah oui, ça a claqué après. Après, c'est passé. Mais au début, ça l'a vraiment repoussé, on a vu. Bon, bref. Ouais, on peut jouer avec ça. La conclusion de tout ça,
c'est effectivement qu'il y a deux types d'électricité, résineuse, vitreuse, bon, charge plus, charge moins, que les charges d'un même signe se repoussent, les charges d'un signe opposé s'attirent, et M. Coulomb, en étudiant précisément les forces en question, c'est-à-dire, c'est du beau travail, hein, vraiment, c'est du très très beau travail ce qu'a fait Coulomb, avec une précision dingue. Il a inventé, du coup, pour mesurer la force, il a inventé un instrument qui s'appelle un pendule de torsion, en fait, qui est capable de mesurer les forces par torsion d'une tige au bout d'un fil de façon précise. On pourra en parler un de ces jours si vous voulez, c'est absolument remarquable. Et donc vous voyez, là, manifestement, il en restait des charges là-dedans. Hop, voilà. Donc, le truc là, manifestement, est chargé. Si je mets la charge opposée, alors ce serait bien de le... qui se stabilise, mais je ne veux pas lui retirer les charges en le touchant. Et ça, voilà, ça l'attire au contraire. J'essaie de ne pas le toucher. Voilà, lui, ça l'attire. Donc vraiment, et alors, le truc, c'est qu'on peut mesurer la force. Manifestement, une charge plus attire une charge moins, enfin, une charge d'un type attire une charge de l'autre type, deux charges du même type se repoussent, et si on met des dispositifs de mesure de force et qu'on fait les choses proprement, on peut déterminer la loi. Et M. Coulomb a déterminé la loi, et voilà ce qu'il a trouvé. La force que le corps 1 chargé avec une certaine charge, exerce sur le corps 2, est proportionnelle aux charges, on note Q les charges, proportionnelle à la charge du premier et à la charge du second. Il y a un certain coefficient, on va appeler K, parce qu'on note K souvent, et ça dépend de la distance, on l'a vu. Eh bien, figurez-vous que c'est inversement proportionnel au carré de la distance. Waouh! Et que c'est dirigé, parce que c'est une force, c'est une certaine direction, dans la direction entre les deux. C'est la même loi en remplaçant la masse par la charge électrique, et c'est la même loi. À ceci près que, effectivement, les masses sont toutes positives. Une masse est une masse, toujours positive. Les charges peuvent être positives ou négatives. Et cette formule rend compte du fait que si elles ont la même charge, qu'elles soient positives ou négatives, si c'est la même, le produit des deux charges, Q1 fois Q2, donc si c'est la même charge, Q1 fois Q2, c'est positif. D'accord ? De toute façon, soit les deux sont négatifs ou les deux positifs, le produit est positif, et quand le produit est positif, effectivement, ça se repousse, hein, puisque la force est dirigée dans la direction de 1 vers 2. Donc. Et inversement, oui, au passage, puisqu'on a discuté avant, la force que 2 exerce sur 1, bah, c'est pareil, vous inversez 1 et 2 ici, parce que ce que j'ai appelé 1, je peux l'appeler 2, et inversement, donc j'inverse les indices, et j'obtiens K, Q2, Q1 sur norme de R1 moins R2 au carré, fois U de 1. J'ai juste inversé les indices 1 et 2. Mais Q1, Q2, c'est Q2, Q1. La norme de R1 moins R2, c'est la norme de R2 moins R1. Il y a juste ça qui change. Et U de 1, ça, c'est moins U1, 2. Et donc, vous vous retrouvez ici, sans surprise, encore heureux, puisque c'est une loi fondamentale. Enfin, en tout cas, c'est compatible avec cette loi et ça vient la confirmer si on y croit déjà. Il manque le mot, merci. Et ça fait donc moins F1,2. On retrouve la loi d'action et de la réaction, la loi des actions réciproques, vous l'appelez comme vous voulez, la troisième loi de Newton. Donc ce que vous voyez effectivement, c'est que si les charges ont le même signe, ça se repousse. Si elles ont des signes opposés, bah du coup, donc signe opposé, Q1, Q2, c'est négatif. Et donc la force est attractive, puisqu'à ce moment-là, ça va de 2 vers 1. Voilà.
Donc cette formule, en fait, vous voyez comme quoi il y a ces deux formes d'électricité qui se traduisent mathématiquement avec des signes plus et des signes moins de façon magique, quoi. Ça paraît presque magique, ça marche, quoi. Enfin, ça fait le boulot. Et quand on voit ça, on se dit, il y a peut-être une chance que cette force-là, elle soit fondamentale aussi. Là, il y a un truc, c'est pas une force effective comme le ressort qui tire. Bon, il y a des milliards de molécules qui s'attirent. Grosso modo, à la fin, il y a une force qui est à peu près proportionnelle à l'extension. Oui, ok, on comprend que c'est un truc phénoménologique qui se manifeste à grande échelle. Là, c'est un bon candidat pour un truc un peu fondamental aussi, quoi. Et vous voyez qu'il n'y a aucune référence à la forme du corps, à la nature même du corps. En fait, tout ce qui compte, c'est qu'il y ait des charges. Et apparemment, on peut mettre des charges sur des corps. Alors, et donc là, il y a eu tout le débat qui a duré très longtemps. C'est quoi la nature de l'électricité, en fait? Est-ce que c'est un fluide? Parce que ça peut passer de l'un à l'autre en même temps. Donc, il y avait cette idée d'ailleurs, quand on parle d'un courant qui circule, c'est un courant, c'est bien le vocabulaire fluide, enfin, une espèce de fluide, mais qui pourrait passer à travers les corps, qui pourrait circuler librement dans du métal, mais pas dans... Enfin, Alors en fait, on a découvert plus tard, à la fin du 19e siècle, 1897, je crois, la découverte de l'électron. Et donc, particule élémentaire porteuse d'une charge électrique. Et donc, on interprète maintenant le courant électrique comme un mouvement de charge, tout simplement. Et du coup, le terme électricité statique, il n'y a pas de mouvement de charge, c'est statique en ce sens-là. Mais enfin, pour comprendre tous ces phénomènes, donc, il y a eu cette loi très importante, mais ça, justement, c'est une loi qui porte sur des charges statiques. Il y a une charge ici, il y a une autre charge là. Je ne sais pas ce que c'est que les charges, etc., peu importe, mais je modélise, je vois bien qu'il y a des... Enfin, on peut faire des transferts de charges. Enfin, en manipulant ce genre de choses, on arrive à caractériser, ok, j'ai une charge là, j'ai une charge là, manifestement, elle s'attire ou elle se repousse, suivant cette loi-là, proportionnelle, enfin inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ça fait évidemment penser à la loi de Newton. Et donc, en fait, la masse joue le rôle d'une charge pour la gravitation, en fait. Là, c'est une charge électrique, là, c'est une charge gravitationnelle, en fait. Cette masse, c'est une charge gravitationnelle, et il se passe la même chose, à ceci près, donc, il y a deux types de charges, il n'y a qu'un type de masse. Mais alors, évidemment, maintenant, avec la lecture de la relativité générale, on comprend qu'en fait, la force de Newton est la force de gravitation est très spécifique. D'abord, il faut la corriger pour la relier dans la relativité générale, mais surtout, elle a une origine spatio-temporelle, ce qui n'est pas le cas pour la force de Newton. Pourtant, la forme est semblable. Il y a des choses à tirer de là. Alors, on le comprend maintenant avec la physique quantique, donc il faut changer de cadre. Mais, bon, en tout cas, voilà deux forces fondamentales qui, en fait, sont les seules forces d'origine vraiment fondamentale qui sont accessibles en physique classique. Puisqu'on peut traiter cette force-là, Coulomb l'a écrite, évidemment tout à fait dans un cadre classique, pareil pour la gravitation, et ça marche. Et il n'y a besoin de rien d'autre, en fait, pour rendre compte de toutes les forces à notre échelle, dès lors qu'on accepte la cohérence de la matière, enfin qu'on prend ça comme une donnée, la matière est cohérente, donc comment les atomes sont reliés entre eux, etc. Ça, c'est les forces nucléaires. Je ne sais pas comment, enfin, dans la perspective classique, on ne sait pas. Donc, on admet que la structure de la matière est donnée, et ceci étant donné, ça suffit à rendre compte de tout ce qu'on voit, puisqu'en fait, les forces à grande échelle, les frottements, les interactions, enfin, les réactions du support, le ressort, tout ça, c'est en fait des manifestations à grande échelle de ces forces fondamentales. Alors, d'ailleurs, la gravitation compte pour du beurre, parce qu'elle est extrêmement plus faible que toute autre force à notre échelle, sauf entre corps extrêmement massifs, donc des planètes, etc. Sinon, c'est pas négligeable. Donc, en fait, tout le reste, c'est juste
des effets phénoménologiques, quoi. C'est des forces effectives qui se manifestent, mais qui ont un support fondamental qui se ramène finalement, bon, comme je vous l'ai dit, il y a 4 interactions fondamentales, eh bien, en voilà 2. Alors, il faudrait ajouter le phénomène magnétique, et je pense que c'est l'heure, on va s'arrêter là, mais pour découvrir le lien entre ça et le phénomène magnétique, il a fallu qu'on passe, justement qu'on sorte de l'électricité statique, où on regarde les forces entre charges, mais sans circulation de charge, sans courant électrique justement. Et donc il a fallu en fait trouver le moyen de générer des courants électriques. Et c'est pour ça que Einstein considérait que l'expérience ou la réalisation technique la plus importante de toute l'histoire de la physique, c'est la découverte de la pile de Volta, la pile électrique qui permet de générer un courant. Et une fois qu'on a le courant, alors on peut voir qu'un courant, ça génère du champ magnétique, et après on commence à faire des expériences d'induction, etc., Faraday, tout ça. Et on découvre l'unité du phénomène électromagnétique, et on finit sur les ondes lumineuses, sur les ondes électromagnétiques qui expliquent la lumière, et d'un seul coup tout s'explique, c'est extraordinaire. Ouais. C'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait concevoir, ouais. Cas, vous l'avez dit, je sais pas, ouais. Que tous les mouvements du coup à une échelle astrophysique soient en fait, ressortent d'une sorte de magnétisme qui explique la gravité, et que ça soit cette interaction entre les deux corps qui fasse qu'ils s'attirent, ils se repoussent et qui génère ce mouvement. Vous voulez dire expliquer la gravité par ces charges, ces corps chargés différemment et qui en fait se notent dans l'espace par... Le problème, vous voulez avoir une lecture électrique de la gravité en quelque sorte. Alors, parce qu'on ne sait pas d'où vient cette force, c'est ce que je disais. Ouais, on sait. Ouais, on sait. Mais là, ce qu'on fait à une échelle réduite, c'est des mouvements d'interaction, entre ça se repousse, ça s'attire, ça entraîne un mouvement à distance, et on ne savait pas comment expliquer ce mouvement-là tout à l'heure. Du coup, là, on sait l'expliquer par un truc à une échelle réduite, mais ça se trouve, c'est ce qui se passe. Oui, mais on ne sait pas plus l'expliquer. C'est tout aussi mystérieux que deux charges s'attirent comme ça, en fait. Mais il y a un échange de matière, et en fait, on a conceptualisé... Alors, effectivement, il y a un échange de matière, mais avant l'échange de matière... Enfin, donc on peut transférer des charges d'un corps à un autre, mais... Je vais décharger. Avant ça, quand je fais ça, juste ça, là, il n'y a pas de transfert de charge. Enfin, maintenant, oui, on le comprend comme le fait, effectivement, il y a des charges qui se répartissent différemment. Ah, c'est ça que vous voulez dire, oui. Donc, il y a vraiment un support matériel. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a un support matériel. D'accord, mais néanmoins, l'influence du bâton sur ces charges-là, ok, il y a des charges là qui sont repoussées. Mais comment, en fait? Comment la présence de charge ici, il y a des petits poils là quand même. Comment la présence de charge ici, ok, je mets des charges là, pourquoi ça fait bouger les charges là-bas? Le problème reste le même. Ok, il y a un support matériel aux charges, mais enfin, il y a aussi un support matériel à la masse, en fait. C'est même la définition presque de la matière. Comment la présence de charge ici met en mouvement des charges là-bas? Donc il y a bien une force, ça met en mouvement, effectivement, et cette force, elle agit à distance. C'est super, super bizarre. Mais après, la différence dans la gravité, là, on a vraiment quelque chose qui peut être
enfin, qui ne serait pas juste une force, qui serait de la matière, et il y aurait cet échange-là que la gravité n'a... Parce que la gravité, on a l'impression que, enfin, de toute façon, je le conceptualise mal, mais que c'est deux entités distinctes qui s'attirent sur le pouce, mais sans forcément... Alors qui s'attirent uniquement? Pardon. Ouais, ok. Mais qui ne vont pas forcément échanger entre elles, alors que là, il y aurait... Les charges électriques elles-mêmes s'échangent pas de la charge entre elles. Non, mais des corps chargés s'échangent. Ouais, mais alors deux corps massifs peuvent s'échanger de la masse. Prenez deux pâtes à modeler, vous prenez un bout de l'un, vous la mettez sur l'autre, et maintenant celle-là, elle est plus massive que celle-là. Et elle s'attire. Mais là, l'échange pourrait se faire. Il y a une autre différence vraiment fondamentale, en fait, peut-être ça vaut le coup quand même de le souligner, c'est que le fait qu'il puisse y avoir des charges différentes ici, et pas là, ça peut jamais se repousser là. Et ça c'est intéressant parce que, enfin, une différence effectivement, c'est que si vous mettez, ok, je mets des charges là-dessus ou là-dessus. Les charges, elles, se repoussent. J'ai entrevu un truc, je ne le vois plus. Les charges se repoussent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, bah tant pis. Les masses se repoussent jamais, elles. Ouais, oui. Je crois que c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir d'agglomération de charge électrique sans une autre forme de cohésion, en fait. Parce qu'entre elles, elles se repoussent. Si vous avez de la charge à un endroit donné, il faut que quelque chose maintienne ces charges entre elles. Dans le noyau d'un atome, vous avez des protons de charge positive qui sont dans le noyau. En fait, les protons se repoussent là. Comment ils restent ensemble? Ah, bah parce qu'il y a des forces nucléaires qui, par ailleurs, les maintiennent. Tandis que la masse, elle est... Enfin, vous pouvez avoir une masse quelque part. Ben voilà, elle est là, au contraire, elle s'attire, donc il faut même quelque chose pour éviter qu'elle s'effondre sur elle-même. Et c'est bien comme ça que, d'ailleurs, à la fin de vie d'une étoile, il n'y a plus rien qui s'oppose à ce que ça s'attire, et ça s'attire de plus en plus, et ça peut finir en trou noir, où ça rebondit et ça explose en supernova, on parlera de tout ça. Mais pour les charges électriques, le fait que des charges de même type se repoussent pose un problème fondamental sur l'existence même d'une charge électrique. Quand je dis j'ai un électron, en fait, donc l'électron, il a une certaine charge électrique. 1,6 10-19 coulombs. Bon, une certaine unité. Très bien. Il y a une certaine charge. Mais en fait, si je considère un demi-électron maintenant, là, du coup, il y a deux demi-charges électroniques. Pourquoi ils ne se repoussent pas, en fait? Mais en fait, il n'y a pas de demi-électron. C'est une particule élémentaire. Elle ne peut pas être cassée, mais elle a une charge quand même. Mais du coup, comment ça tient tout ça? C'est quoi, en fait, la charge électrique? Parce qu'on se la représente comme de la matière. Non, c'est pas... Une charge électrique, c'est pas un truc, c'est pas matériel, c'est un attribut de la matière. Il y a des particules, les électrons, qui sont porteurs d'une charge, mais porteurs, c'est pas de la substance, en fait. C'est un attribut, c'est une caractéristique de cette particule qui est que, en présence d'une autre, elle subisse cette force-là. Mais est-ce que du coup, ce qui se passe à un niveau atomique, c'est comparable à ce qui se passe à un niveau global, comme enfin. Astronomique. Oui, on est toujours dans l'idée que ce qui se passe à l'échelle macroscopique, c'est la résultante de ce qui se passe à l'échelle élémentaire entre les constituants. Mais du coup, ce qui explique la cohésion de ces corps pourtant devraient se repousser, pourtant dans des noyaux. Ouais. Est-ce que ça pourrait être aussi
D'où vient la force de cohésion, là? Ouais, enfin, qui fait que tout fait système. Et enfin, en fait, là, on dirait qu'il y a un centre de... Enfin, qu'il y a vraiment ce centre de masse au sein même du noyau de l'atome qui fait que ça... Oui, il y a des forces de cohésion ici, des forces de cohésion qui sont liées à la force nucléaire forte. Et d'ailleurs, les particules, au sens quantique, qui maintiennent la cohésion du noyau, s'appellent des gluons. C'est rigolo, non? Ça les colle entre... C'est les médiateurs de la force nucléaire forte. Il y a en fait le proton lui-même, comme vous le savez sans doute, est constitué de quarks, mais aussi d'un bain de gluons, justement, des quarks qui sont eux-mêmes chargés, certains positivement, d'autres négatifs. Enfin, il y en a deux types différents, un positif et un négatif. Et donc, en fait, il y a des interactions nucléaires qui font que vous avez effectivement un système stable avec plusieurs nucléons dedans. Nucléons, c'est des protons et des neutrons. En fait, il y a des protons et des neutrons aussi, mais qui n'ont pas de charge électrique. Mais qui sont là aussi pour aider à stabiliser via les forces donc, nucléaires, qui se manifestent ici comme des forces attractives, effectivement, et qui maintiennent cette cohésion en dépit de la répulsion des protons. Donc il y a l'ensemble des forces élémentaires qui concourent à faire une structure stable qui est un noyau d'atomes. Ouais. Du coup, si les atomes ils sont composés essentiellement de charges, entre guillemets, que ce soit les électrons et les protons, et que c'est les atomes qui constituent, donc par extension après le reste, c'est-à-dire que finalement le monde est composé de charges, non? Enfin, oui, alors... Enfin, je veux dire, surtout est composé, mais c'est la seule composante, entre guillemets. Non, alors non, c'est pas la seule composante. Donc, dans les interactions fondamentales, donc gravitation, interaction électromagnétique, il manque la partie magnétique là, mais on y reviendra. Mais enfin, qui est unifiée. Ensuite, il y a l'interaction nucléaire faible et l'interaction nucléaire forte. Deux différentes, forte et faible parce qu'ils ont des intensités différentes dans certains cadres, mais enfin, c'est juste, bon, ok, c'est juste un nom, c'est des interactions fondamentales. Quand vous dites, en fait, il n'y a que des charges. Alors, faites attention au langage. C'est vrai qu'on a tendance à se représenter une charge comme une chose. Non, une charge, c'est un attribut d'une chose. Alors, donc, vous avez des particules élémentaires. Il faudra définir ce que c'est, parce qu'en physique quantique, il ne faut pas le voir comme un corpuscule, mais voyons-le comme un corpuscule pour l'instant. Vous avez un corpuscule qui est du quelque chose, et ce quelque chose peut avoir des attributs. Ces attributs sont en fait les charges correspondantes à ces interactions. Vous avez, parmi ces attributs, donc, il y a la charge électrique. Il y a la masse, et puis il y a la charge forte et la charge faible, si vous voulez. Chaque particule élémentaire a telle charge électrique, telle charge forte, charge de couleur pour l'interaction forte, peu importe les noms imagés ou pas. C'est des attributs qui définissent comment les particules se comportent vis-à-vis des interactions en question. Si votre attribut en tant que particule, c'est d'avoir une grande charge, ça veut dire que vous allez vous coupler aux autres ayant aussi une charge de façon plus forte que si vous avez une petite charge. Et en fait, on tourne à nouveau autour de la notion de champ, il faut vraiment qu'on introduise la prochaine fois. Donc en fait, la charge, c'est ce par quoi vous vous couplez à un champ. Et donc, plus votre charge est grande, plus vous vous couplez au champ. Et c'est pareil pour le champ gravitationnel. Je ne fais pas de relativité générale, là, on reste dans le cas newtonien, ou pour la charge électrique.
En fait, prenons l'électrique, c'est plus simple. Vous avez un champ électrique et si vous avez, disons, quelque part dans l'espace, là où vous êtes, il y a un champ électrique. On verra ce que c'est, etc. Il y a un champ électrique. Ce champ électrique est présent et vous vous couplez à ce champ en fonction de votre charge électrique. Si vous avez une charge électrique nulle, vous ne vous couplez pas, vous ne le voyez même pas qu'il y a un champ. Si vous avez une petite charge électrique, vous sentez un petit peu le champ. Si vous avez une grosse charge électrique, vous sentez beaucoup le champ. Ouais. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions de l'être? Oui, effectivement, il y a plusieurs types d'interactions. Et effectivement, donc c'est des modes, oui, c'est des modes d'existence, si vous voulez. En tout cas, c'est des modes, oui, c'est des modes d'être. Ça me va de dire ça comme ça. Et vous pouvez y participer plus ou moins. Et donc, les interactions entre les corps, il faut qu'on introduise la notion de champ, mais je veux pas aller trop loin maintenant. Mais essentiellement, une charge électrique interagit avec une autre par l'intermédiaire du champ, c'est-à-dire que une charge électrique crée un champ, on peut le dire comme ça, après il faudra amender un peu ce langage, mais une charge électrique crée un champ auquel réagit une autre charge. Et c'est comme ça qu'on résout le problème de l'interaction à distance. Vous avez une charge Q1 ici, une charge Q2 là. On peut dire, elle s'attire à distance, etc., avec cette loi-là. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que cette charge-là crée un champ, c'est-à-dire crée une susceptibilité électrique partout dans l'univers, qui se trouve être un vecteur, on verra. Et si vous mettez une charge là, elle ne voit pas la charge ici. Elle voit le champ que la charge a créé. Et la charge ici réagit au champ là où elle est. Et c'est fini, il n'y a plus d'action à distance. On se dit, mais elle sent l'influence de elle. Oui, parce que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas le champ. Mais elle ne sent pas la charge, elle sent le champ. Les particules n'interagissent qu'avec des champs et ne peuvent elles-mêmes que modifier la valeur du champ, c'est-à-dire créer un champ, en l'occurrence, s'il n'y a pas de charge, le champ est nul, on va dire, et la présence de la charge donne une valeur au champ à laquelle réagit une autre charge où qu'elle soit. Et c'est pareil pour la gravitation, en fait. Le Soleil crée un champ gravitationnel partout, mais qui est un truc physique, du coup. Ce n'est pas un intermédiaire de calcul. Et ça, on l'a compris via le champ électrique, parce qu'on pouvait, ou avec le champ magnétique, parce qu'on pouvait les voir avec la limaille de fer, là, entre les aimants. On les voit, les lignes de champ. On reviendra sur tout ça. Mais le Soleil crée un champ gravitationnel partout, et la Terre qui est là, et qui est sensible au champ gravitationnel, la Terre ne sait pas qu'il y a le Soleil, elle ne peut pas le savoir. Ça n'a pas de sens, cette action à distance. La Terre réagit simplement à quelque chose qui est là où elle est. Il y a la présence du Soleil ici fait que l'espace, enfin les propriétés locales à cet endroit de l'espace-temps sont quelque chose de différent que si le Soleil n'était pas là. Donc, mais vous voyez que du coup, l'influence peut se faire de proche en proche. La présence du Soleil ici modifie l'espace autour de lui. Et au passage, on voit qu'on résout le problème de l'action à distance, mais du coup en limitant, enfin en modifiant un peu les choses. Ce qui se passe, c'est que si le Soleil se déplace, c'est pareil pour une charge électrique, si une charge électrique se déplace, le champ va changer autour. Le champ électrique va changer. Si le Soleil se déplace, le champ gravitationnel va changer. Mais du coup, ça met du temps à se propager. Et effectivement, ça met du temps à se propager. Il y a des ondes de propagation. Donc, il y aura des ondes gravitationnelles, il y aura des ondes électromagnétiques. Si une charge se déplace, en fait, ce n'est pas instantanément qu'elle va modifier le champ partout ailleurs. Il faut le temps que ça vienne. Et ça vient de proche en proche. Cette continuité dont on a déjà beaucoup parlé, elle est là vraiment fondamentale. Ce n'est pas vrai que je change quelque chose ici et immédiatement, à l'autre bout de l'univers, ça change. Ça n'a pas de sens, en fait. Et ça ne se produit pas comme ça. Il y a effectivement... En fait, le champ matérialise ce qu'il y a de substance
en support de toutes ces forces, en fait. Donc vous voyez, c'est vraiment un saut conceptuel absolument majeur d'avoir compris le champ. Et Faraday est associé à ça. Je veux dire, quand au 19e siècle, on a vraiment compris le champ comme intermédiaire de calcul, mais comme entité physique, c'est vraiment un pas conceptuel majeur. Et aujourd'hui, physique quantique, on appelle ça la théorie quantique des champs. En fait, on fait de la théorie des champs, c'est-à-dire, en fait, il n'y a que des champs. La seule chose qui existe, c'est des champs, et il y a des structures des champs qui interagissent via les champs eux-mêmes, et vraiment, tout est là. Donc, c'est un pas conceptuel absolument majeur, qui est absent de la physique newtonienne au départ, mais justement, la découverte des forces électriques, etc., ont rendu manifeste l'existence de ces champs qui sont cachés parce que, au bout du compte, oui, il y a une charge qui en attire une autre. Mais si on regarde vraiment, mais comment, en fait, non, une charge n'attire pas une autre. Une charge modifie l'état du champ et une charge réagit à l'état du champ. Elles ne se connaissent pas. Bon, bref, on reviendra sur tout ça. J'imagine qu'on a bien débordé. Ouais. Vous avez cours après, peut-être? Oui. Oui, aïe, aïe. Bon, bah, bon appétit quand même. Bon sandwich. On reprend ça mardi prochain. Ok.